Aujourd'hui, on va parler de ServiceNow. Donc, ServiceNow aussi, pour ceux qui ne savent pas ce que l'entreprise fait, premièrement, vous allez faire ceci. Vous allez dans le club, tapez une en description de la vidéo. Si vous allez prendre ceci, vous allez aller directement dans Classroom. Dans Classroom, vous allez dans Checklist. Et dans Checklist, vous prenez ces éléments-ci dont vous copiez. Vous allez faire un gem avec ou bien sur ChatGPT, bref, ce que vous voulez. Mais de manière générale, ici, quand on l'utilise dans un gem sur Gemini, voici ce qu'on obtient. OK? Donc, je lance ça. Donc, l'accès à cet élément-ci, il est gratuit. D'accord? Donc, je viens ici, je lance à peu près l'information et lui, il va aller rechercher toutes les informations demandées et remplir la structure en question. Et il va chercher ces informations essentiellement dans des endroits enfin, dans des, comment on appelle ça, dans des sources ici qui sont legit. OK? Donc ici, on a à peu près la description sommaire de la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait, et où est-ce qu'il a trouvé cette information-là. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la géographie de l'opération. Les ServiceNow aussi sert environ 85% des clients de Fortune 500. Aucun client individuel ne représente plus de 10% ici du chiffre d'affaires total, ce qui réduit considérablement ici la concentration. Mais jusqu'à présent, je sais que vous ne voyez pas ce que l'entreprise fait. Parce que si je me limite ici, ServiceNow fournit une plateforme de cloud computing appelée Now Platform qui automatise les flux de travail complexes au sein des entreprises, transformant les processus manuels en expériences numériques fluides pour les employés et les clients. Je sais que vous ne comprenez pas. Et donc, c'est pour ça que quand on rentre un tout petit peu en profondeur, ça c'est un autre prompt, mais le prompt en question, celui-ci, vous pouvez l'avoir uniquement dans la bibliothèque de prompt. Donc, vous l'avez également à peu près à ce niveau. OK? Donc, pour cet élément-ci, c'est simple. ServiceNow est souvent appelé plateforme des plateformes. Et il vous donne une image. Imaginez le système d'exploitation d'une entreprise. Au lieu de gérer les employés, les tickets informatiques et les services RH avec des dizaines de logiciels qui ne se parlent pas, bien qu'ils ne communiquent pas, ServiceNow centralise tout sur une interface unique. Elle automatise les flux de travail pour chaque demande. Par exemple, mon PC est cassé ou bien je recrute un nouveau cadre. Donc, toutes ces demandes-là sont traitées sans friction. Et je m'explique. Par exemple, vous êtes dans une grande organisation. Quand votre PC est cassé, vous avez un formulaire à remplir. Une fois que vous remplissez le formulaire, directement, la personne qui s'occupe, par exemple, ici, de valider les renouvellements de PC, il reçoit en urgence le courriel. Et il peut savoir d'où est-ce que ça vient. Est-ce que c'est urgent? Parce que si un employé n'a pas de PC et s'il travaille à distance, on s'entend que c'est un tout petit peu urgent. Donc, la première chose qu'il va faire, c'est vérifier si ça ne mérite ici une approbation ou pas. Une fois que c'est approuvé, dès le moment où c'est approuvé, directement, l'information, ça va, disons, vers le magasinier. Et le magasinier, ici, a déjà toutes les informations nécessaires. Il a le modèle d'appareil, il a votre adresse de livraison ici, et voilà. En fait, il a toutes les informations essentielles pour envoyer l'information. Et une fois que c'est validé, vous, l'employé qui a envoyé le message, vous recevez automatiquement un message pour comme quoi ça a été validé. Maintenant, le magasinier, une fois qu'il a envoyé l'appareil en question, ou bien il peut vous demander de venir chercher à telle heure. Bref, tout est automatique. En fait, ça demande moins de temps. Ça permet ici de gagner en termes de productivité. Imaginez si vous deviez le faire dans l'ancien monde. J'envoie un courriel. La personne qui est chargée de valider ou pas doit d'abord recevoir le courriel, ok, le lit, ensuite le renvoyer au magasinier qui lui-même me renverra un autre courriel. Bref, c'est long. D'accord? C'est la raison pour laquelle ServiceNow existe. Donc, vous avez à peu près une image de ce que l'entreprise fait. Dans ce prompt-ci, celui que vous allez le retrouver dans le... Il s'appelle comment? Lui, il s'appelle... son rôle, c'est d'expliquer clairement et simplement ici comment est-ce qu'une entreprise fait de l'argent. ServiceNow aussi, on vous demande... On doit savoir 85% des revenus ici sont récurrents, donc ce sont des abonnements. Et là, on veut savoir qui paie qui. D'accord? Qui paie pourquoi? OK? Le prix. Quelle est la valeur de ce produit? Le cœur du réacteur, c'est le revenu. Le revenu est prévisible récurrent et affiche des marges brutes dépassant les 80%. Donc, ça, c'est la valeur de manière générale. C'est pourquoi est-ce qu'on a un service d'abonnement de manière générale. Maintenant, service professionnel, toujours la même chanson. OK? Qui paie? Les nouveaux clients ou ceux qui migrent vers des configurations complexes. Quoi? C'est du conseil, l'implémentation, les formations. Le prix ici, c'est la facturation au projet ou bien au temps passé. Et la valeur ici, c'est stratégiquement faible en profit, mais essentiel pour ancrer le client dans l'écosystème. OK? Donc ici, ça c'est en amont.
Et celui-ci, c'est, enfin, une fois que le client, on le réceptionne, etc., on le forme, etc., donc c'est ici que ça va, c'est ce qu'on va avoir, ce sont les premiers revenus qu'on obtient ici des services professionnels. Et une fois que c'est fait, boum, il entre à ce niveau-ci. Et ça, ce sont des revenus récurrents. Et revenus récurrents, il faut vous dire une chose, elle a une stratégie simple, land and expand. Donc, ServiceNow entre souvent chez un client par le département informatique. Une fois installée, elle s'étend au RH, puis à la finance, puis au service client. Plus il y a des départements connectés, plus il est possible pour l'entreprise de résilier comment ça, de résilier des offres avec avec des plateformes concurrentes. Je m'explique encore pour cette partie-là. Il y a une tendance dans le domaine ici des fournisseurs ici, enfin, dans le domaine ici du software, surtout pour les clients des softwares, la tendance est simple, on veut faire affaire avec le moins de personnes, avec le moins d'éditeurs de logiciels. Donc, si Salesforce fait la même chose que ServiceNow, pourquoi prendre ServiceNow et Salesforce? Je préfère prendre par exemple Salesforce uniquement. Vous voyez ce que je veux dire? Si Salesforce fait la même, fournit à peu près des logiciels de bureautique ici, pourquoi prendre du Microsoft? Continuons avec Salesforce, ça fait déjà presque 3 services, ainsi de suite. Donc l'heure est ici à, comment on dit ça? L'heure est à la réduction ici du nombre d'éditeurs possible. Parce qu'en faisant affaire avec plusieurs éditeurs, vous avez de moins en moins de pricing power. En faisant affaire avec un seul éditeur qui peut vous fournir énormément de produits, vous faites quelques économies derrière. OK? Donc, vous avez tous ces différents éléments-là. On ne va pas parcourir tout ce document. Il est assez long. On en parlera sans doute un jour dans les semaines à venir parce que dans les jours à venir, la plupart des éléments que je vais faire ici, je vais avoir tendance à vous présenter le prompt que j'ai utilisé. OK? Donc, celui-ci nous permet de mieux comprendre ce que l'entreprise fait, mais je ne voulais pas m'attarder dessus. Je voulais m'attarder plutôt sur celui qui est gratuit ici, que vous pouvez avoir dans le school. Alors, ici, il y a un autre élément que j'aime bien regarder, c'est la taille du marché. Est-ce qu'il y a un potentiel de croissance? Ça reste à titre d'information. Imaginez que je ne connais pas ServiceNow. Que de commencer sur une page blanche, je sais à peu près, j'ai quelques bribes d'informations ici. Je ne vous dis pas que tout ce qui est ici, oui, c'est parfait, j'achète à partir d'ici. Non, c'est de l'information. D'accord? Et donc, ensuite, je regarde si on a un avantage concurrentiel. La réponse sera oui, et il vient d'ici. Et connaissant le domaine de logiciel, je sais que coût de changement et effet de réseau, c'est généralement deux éléments qu'on retrouve très souvent dans le domaine ici des logiciels. OK? Mais ce n'est pas parce que vous avez un avantage concurrentiel qu'il est forcément solide. D'accord? Et quand on parle de logiciel en date d'aujourd'hui, vous savez, la question est simple, l'IA, machin, truc, etc. Mais comme revenons à la dernière, j'avais fait une vidéo sur j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet-là, comme quoi l'IA ne va pas tuer le logiciel, au contraire. Les entreprises comme ServiceNow sont bien positionnées pour bénéficier de l'IA, de l'implémentation de l'IA. Parce que c'est une entreprise qui orchestre essentiellement les workflows. Je ne dis pas qu'elle ne fait que ça, mais voilà, si on parle d'agent IA, je pense qu'elle pourra en bénéficier énormément. Le problème, ça sera au niveau ici de la tarification. D'accord? Le problème sera au niveau de la tarification. Par exemple, ce prompt-ci, celui qui est gratuit, il va vous dire ici que bien que le service soit bien positionné, l'évolution rapide des modèles de langage pourrait permettre aux nouveaux entrants ici de créer des workflows automatisés sans passer par les plateformes traditionnelles. Donc, c'est possible, mais quelle est la probabilité que ça se réalise? Quels sont les avantages de le faire? Quels sont les inconvénients également? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Il ne faut pas juste se dire non, l'IA va nous tuer. Non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. OK? Donc, on regarde ce que l'entreprise fait. On check à peu près ce que l'IA est capable de faire ou bien pourrait être capable de faire. Et on se demande quel est l'élément qui est présent en date d'aujourd'hui qui pourrait faire à ce que ce soit difficile pour l'IA de rentrer dans ce mode, de faire chavirer ce modèle d'affaires. On va le dire comme ça, ou bien cette entreprise. Bref, ça, c'est un autre débat. Donc, bref, vous avez, avec ce prompt-ci, celui qui est essentiellement gratuit, vous avez l'information de base. Qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce qu'elle a des avantages concurrentiels? Est-ce qu'il y a du potentiel de croissance? Est-ce qu'il y a un pouvoir de fixation des prix? Est-ce que les dirigeants sont qualitatifs? Et encore, ça même, c'est subjectif, parce qu'il doit se baser sur le ROIC pour donner une réponse, etc. Mais on s'entend que
Il y a d'autres questions qu'on pourrait poser ici. Par exemple, dans la bibliothèque de prompts, vous avez des prompts uniquement pour le management qui vont un peu plus en profondeur que des éléments quantitatifs. OK? Bref, revenons maintenant au niveau de l'évaluation. Le but ici pour celui-ci est essentiellement de répondre est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir mon attention? Et la réponse ici est oui. Et si c'est oui au niveau du qualitatif, on va regarder au niveau du quantitatif. Et au niveau du quantitatif, on connaît la chanson. On sait déjà à quoi ça va ressembler. Enfin, pour ceux qui ont l'habitude de checker nos contenus ici, vous savez que ça, on aime voir des entreprises qui ont des... comment on dit ça? Qui connaissent une croissance ou une stabilité des revenus. D'accord? La stabilité ne me dérange pas. La croissance, c'est parfait. Et la question qu'on se pose généralement, vous la connaissez, ça provient d'où? Est-ce que c'est durable ou temporaire? Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde ici? On regarde la marge brute. C'est bien d'avoir de la croissance ici, mais est-ce que les marges sont stables? On a la même chanson, les marges sont stables. Et marge, ce n'est pas la seule marge qui existe. Vous avez des marges EBITDA, par exemple. Et la marge EBITDA, est-ce qu'elle est stable? Elle est stable. Elle est même croissante. Très, très bien. L'entreprise est de plus en plus efficiente. Mais n'oubliez pas, c'est une entreprise de logiciels et on a beaucoup de SBC. Et votre question serait de savoir ici, est-ce que les SBC, en termes de pourcentage, augmentent ou diminuent? Ici, les SBC diminuent. Mais on est encore à des niveaux assez élevés. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que quand vous regardez les free cash flow de cette compagnie, ici, on vous dit que 34%, elle a des free cash flow de près de 34%. Mais en réalité, les free cash flow sont peut-être de l'ordre de 20% par là. Pourquoi? Tout simplement parce que 14% dans le fameux 34%, on doit enlever, il y a 14% ici qui sont liés. Je n'ai pas dit 14% de 34%, c'est dans ce chiffre-là, vous enlevez 14%, il reste 20% de l'autre côté. Okay? Donc ce 14%-là qui représente quoi de manière générale ici en termes de pourcentage, on va faire pourcentage sur pourcentage, mais voilà, qui représente près de 41% de la valeur finale des marges de free cash flow, bah, c'est uniquement des SBC. Donc ce sont des employés qu'on a payés avec des actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, on a économisé en termes de cash, mais en réalité, le cash en question, la contrepartie, c'est l'émission de nouvelles actions d'égale valeur. Et moi, j'ai toujours dit que le SBC ne me dérange pas si les actions sont émises à des niveaux de prix très élevés. OK? Mais il faut toujours prendre en considération lors de l'impact au niveau de la valorisation. Ce qui veut dire donc ici, bah, c'est une entreprise, si vous voulez, je dis bien si vous voulez, dans le sens où il ne faut pas juste se dire, et là, prenez la peine de m'écouter, parce que là, on va parler de quelque chose, j'espère que je vais arriver à me faire comprendre ici. Ne vous dites pas juste, aujourd'hui, c'est une entreprise qui a des free cash flow de 4 milliards 600. Dans ce 4 milliards 600, on vous a dit que l'entité, il y a 1 milliard 960 qui sont des SBC. Donc, normalement, on devrait les retrancher. Maintenant, 4 milliards 600, c'est ce qu'on rapporte en date d'aujourd'hui. Si on se projette un tout petit, peut-être parce qu'elle a une taille de marché, le marché en croissance, etc., si cette entreprise peut, disons, doubler uniquement sur les 10 prochaines années, juste doubler, ça veut dire que doubler, ça sous-entend qu'on a 4 milliards 600 multiplié par 2. Ça pourrait même être bien plus que ça. Si on reste toujours sur le fameux 14% de ce montant-ci, bon, qui revenait ici à dire que ça fait 60, 40% et poussière, je mettrais plutôt 60 ici. Ça fait 5 milliards 500 de vrai free cash flow. Et ça pourrait être bien plus élevé que ça si on a de moins en moins de SBC. Alors, ce que j'aimerais vous dire à partir de cet exemple, c'est que le 4 milliards 560 ici, qui prend en considération, enfin, qui est gonflé artificiellement par les SBC, pourrait devenir un vrai chiffre, un chiffre qui, représentant du vrai cash sans SBC. Tout simplement si la croissance continue. Donc, si vous choisissez d'acheter cette compagnie sans prendre en considération les SBC, oui, vous anticipez qu'elle puisse au moins générer ce niveau de volume sur les années à venir. Et ce niveau de volume de free cash flow, de cash sans SBC.
C'est ce que vous êtes en train de vous dire. Donc, quel est le modèle que vous allez choisir? Ça va dépendre si vous êtes conservateur ou pas. C'est comme vous voulez. Parce qu'en réalité, pour cette compagnie, c'est une entreprise, il y a un autre prompt qu'on pourrait utiliser ici. Bon, je pense que sur d'autres vidéos, vous aurez l'occasion de les voir ici. Donc, sur ce type d'entreprise, il faut savoir à quel niveau de vie on est situé. En termes en termes ici de cycle de vie d'une entreprise. Une entreprise commence, on a une start-up au début, ensuite, on arrive à une entreprise en déclin. C'est la dernière phase. La période de start-up, il n'y a pas de profit. Le chiffre d'affaires est de plus en plus élevé. La période de déclin ici, le chiffre d'affaires est de moins en moins élevé, même si on a des free cash flow, etc. Mais on perd de plus en plus de parts de marché, peut-être parce qu'on s'est fait disrupter et qu'on n'arrive pas à pivoter rapidement. Bref, il faut toujours se demander à quel cycle on appartient. Et par rapport à ce cycle, la valorisation, vu qu'on a choisi d'utiliser la valorisation par les multiples, si l'entreprise rapporte de l'argent et qu'elle a déjà des free cash flow optimales, techniquement, on va utiliser ici le price to free cash flow, le price to earning. Mais si on n'a pas encore les free cash flow optimales ici, donc techniquement, on devrait utiliser le price to sell. C'est l'élément le plus stable. Et donc, pour cette compagnie, en date d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas utiliser le price to sell, d'accord, je vais uniquement me baser sur les cash flows opérationnels et je vais les prendre à 15 fois les cash flows opérationnels. Et je sais que dans ces cash flows opérationnels, il y a des SBC. OK? Ça prend en considération des SBC. Donc, on a 9 milliards de... Enfin, ces cash flows opérationnels, en date d'aujourd'hui, si je les prends à 15 fois les cash flows opérationnels, en prenant en considération la croissance à venir en 2028, parce que je pense qu'elle sera là, on a du 139 $. OK? Ça, c'est 15 fois les cash flows. Et je rappelle une chose, c'est une entité de logiciel. Et je pars du postulat selon lequel l'IA ne va pas nous tuer. Au contraire. D'accord? Et c'est une entreprise de logiciel, une entité de logiciel, c'est négocié à 15 fois les cash flows, c'est trop bas. Je ne parle pas des free cash flows, je parle des cash flows. Si je prends, quand bien même je prends les free cash flows de cette compagnie, si je n'enlève pas les SBC, enfin, admettons même que je le fais, les 8 $ attendus d'ici 2027, j'arrondis à 8 $ parce que de toute façon, je vais encore faire une autre estimation. 8 fois 0,6, multiplié, disons, par 25 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise. Si elle a une croissance à double chiffre, ce sera aux alentours de 25 fois les bénéfices, sauf si les taux d'intérêt sont à des niveaux très élevés ici. OK? Donc, si on est méchant comme aujourd'hui, on a enlevé les SBC. D'accord? On se dit que nos SBC vont toujours représenter, disons, soit 40% ici de la valeur des free cash flow. Et donc, on enlève les 40%, il nous reste 4,8 $ attendu d'ici 2028. Et je prends 20 fois les bénéfices, admettons qu'il n'y a pas de dette, parce qu'en réalité, il n'y a pas de dette ici, ça donne à peu près combien? 96 $. Donc, le prix actuel prend déjà en considération une éventuelle croissance. Mais également, on a enlevé les SBC. Et moi, me connaissant un prix à 96 $, je pense que le prix est très intéressant. OK? Le prix est très intéressant. Tout simplement parce que la croissance pourrait être plus élevée au fur et à mesure que cette entreprise vend de plus en plus de produits à ses clients actuels ou futurs. Ensuite, n'oubliez pas une chose. On peut commencer à racheter des actions. D'accord? Elle peut décider d'augmenter ses prix. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui pourraient rentrer en considération pour justifier un niveau de prix plus élevé, des free cash flow, des vrais free cash flow supérieurs à ce qu'on a tantôt mentionné. Et vu la période actuelle, il y aura de plus en plus de pression au niveau des SBC. Ce sera de plus en plus difficile à des compagnies de logiciels d'accepter que le marché les paye 25 fois les bénéfices, incluant les SBC. OK? Moi, je vous dis que ça ne me dérange pas de le faire parce que je pense que cette compagnie pourrait générer du vrai cash demain. Donc, les SBC auront tendance à être de moins en moins élevés une fois que la compagnie sera mature. OK? Donc, pour moi, au prix actuel, ServiceNow est très intéressant. Et je vais me baser uniquement sur les cash flows opérationnels. OK? Pour le faire, donc, je mettrai un target presque à 140 $. Et je suis gentil en le faisant. 140 $. Quelqu'un va peut-être me dire, mais Thierry, pourquoi tu n'enlèves pas également 60% tu n'enlèves pas également 60% comment on appelle encore ça? Des cash flows opérationnels. Vous pouvez le faire. Enfin, 40%. Vous pouvez le faire. 4,3, vous enlevez
Ça vous donne ceci et vous mettrez à 15 et on trouve 4,24. Maintenant, à vous de voir si c'est un tarif qui vous intéresse ou pas du tout, parce que pour moi, 4,22, pour moi, c'est la même chose. On a une différence de 20%. Je ne dis pas que 20%, c'est rien du tout, mais c'est le type d'entreprise, comme je l'ai expliqué, il pourra avoir beaucoup de surprises derrière. Je ne sais pas de vous vendre du service now, hein. Allez à compte au courant du narratif ambiant, d'accord? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est également une entreprise. Pour le moment, elle ne rachète pas ses actions, mais ce ne serait pas étonnant de le faire ici. Et donc, il faut souvent regarder ici également enfin, si elle rembourse la dette, techniquement, c'est un retour aux actionnaires avec le fameux buy-back yield. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. N'oubliez pas, en description de la vidéo, vous avez le lien vers le groupe School où vous allez retrouver ici toutes les informations nécessaires concernant toutes les informations nécessaires ici concernant les prompts. OK? Donc, merci, au revoir.